quelques secondes avant de commencer. On attend bien 14 heures pétantes. Et puis bon, il est 14 heures, donc bonjour à tous. On va lever le suspense et les impatiences de tous les participants qui sont connectés. Donc merci beaucoup hein, à tous de vous être connectés pour ce rendez-vous de la Coréade vers la fin du mois sans tabac. Donc on est resté sur la thématique. Aujourd'hui, on va vous parler de cigarettes électroniques. Donc vous êtes nombreux à suivre la Coréade, toutes nos interventions, nos formations, et à nous poser plein de questions sur la vape, sa place dans l'arrêt du sevrage tabac. Est-ce que c'est nocif pour la santé sur le long terme, etc. Donc on est très content de pouvoir vous proposer aujourd'hui donc ce webinaire spécifique sur la cigarette électronique. Il était temps et on est ravis de pouvoir vous exposer un peu le consensus parmi les experts qui a rue concernant le rôle de la cigarette dans l'arrêt du tabac. Donc pour ça, je remercie très chaleureusement le professeur Jacques Cornu et docteur Isabelle Jacot-Sadowski qui représentent Unisanté. Donc Unisanté, c'est un centre universitaire de médecine générale en santé publique qui se situe à Lausanne, ainsi que le docteur Nathalie Lazerovitch de la Société francophone de tabacologie, qui va introduire donc ce webinaire avec sa casquette SFT, et après qui laissera la parole au professeur Cornu et Sadowski pour vous présenter le consensus et la méthodologie qu'il y a derrière. Donc encore merci hein, à vous trois d'avoir accepté d'animer ce rendez-vous de la Coréade du mois de novembre. Donc, vous êtes des habitués maintenant des rendez-vous de la Coréade, mais je vous rappelle quelques règles concernant le webinaire. Ça va se dérouler en deux parties. Une partie très théorique, enfin théorique sur un peu le consensus de la vape qui va durer une cinquantaine de minutes, une heure. Après, on fera une pause de 10 minutes. Donc, pendant ces 10 minutes, avec l'équipe de la Coréade, on va recenser toutes vos questions que vous allez pouvoir poser dans le chat. Et la deuxième partie du webinaire sera consacrée à des échanges où on posera les questions à nos intervenants pour discuter et pour aller plus loin sur la présentation qui aura eu précédemment. Donc, pour rappel, les micros, vous l'avez vu, sont de base désactivés ainsi que les caméras. Vous avez accès au chat. Donc là, n'hésitez pas à poser vos questions. On a déjà eu pas mal de questions lors de l'inscription. Je pense que la présentation va répondre à pas mal d'entre elles, mais n'hésitez pas à reposer vos questions sur le chat pour ressouligner en fait l'intérêt. Comme ça, on posera tout ça avec nos intervenants. Enfin, vous pouvez bien sûr vous abonner à la newsletter de la Coréade pour rester au courant des dernières actualités en addictologie et en tabacologie, pour recevoir les prochains webinaires, etc. Donc ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également, vous avez la possibilité d'adhérer à la Coréade à titre individuel. Donc la cotisation annuelle est de 10 euros. Comme ça vous permet d'avoir accès à des places privilégiées pour les formations et plein d'autres surprises. Je vous remercie. Je laisse la parole au docteur Lazarovitch qui va introduire un peu le contexte et l'arrivée de la construction de ce consensus. Je vous Merci beaucoup Clément. Euh, donc effectivement, Nathalie Lazarovic, je suis médecin dictologue, tabacologue et donc membre administrateur de la Société francophone de tabacologie. Alors, je vais essayer de me mettre sur... Bon, voilà. Est-ce que là, c'est bon? C'est parfait, en plein écran. Très bien. Voilà, donc je vais introduire, j'ai l'honneur d'introduire ce webinaire au nom de la Société francophone de tabacologie et nous sommes très heureux que Coréade nous ait permis l'opportunité, nous ait donné cette opportunité de l'ouverture sur la cigarette électronique tant ces controverses font débat depuis fort longtemps et des débats parfois âpres. Jacques en sait quelque chose. Et donc, voilà, nous avons effectivement tenté auprès de la SFT de travailler cette question. On va voir comment. Alors déjà, rappeler que le tabagisme
évolue, on va dire, entre des progrès et la stagnation. Vous savez que depuis 2020, on va dire 2019, il semble que les progrès se soient arrêtés. En tout cas, nous sommes actuellement une des plus fortes prévalences en Europe. Et si on considère le tabagisme chez les personnes en situation de précarité, il est même majoré, ainsi que 42% des personnes au chômage versus 26% des personnes ayant un travail. Donc c'est vraiment une problématique de santé publique. Il y a de nombreux obstacles à l'arrêt du tabac, vous le savez tous. Euh, Lors du congrès de la SFT qui s'ouvre jeudi, nous allons appuyer sur la normalisation de l'image du tabac à l'écran, qui pose un véritable problème, avec 72% des ex-fumeurs qui se sentent incités à reprendre le tabac lorsqu'ils voient du tabagisme à l'écran. Peu de formation des professionnels de santé sur l'addiction au tabac, ni tellement sur la cigarette électronique. Les patchs, eh bien, pas d'instruction claire pour les posologies des patchs, qui sont très souvent sous-adaptés. Vous savez que très souvent, nous sommes amenés à proposer, prescrire 2 patchs par jour, voire 3, voire plus. Et puis, la non-disponibilité des traitements validés. Donc, ça pose vraiment problème. Les recommandations de prise en charge sont anciennes, datant de 2014 à la HAS et sont en cours actuellement de révision. Alors, l'avènement de la vape dans ce contexte, eh bien, vous voyez que la vape a augmenté très clairement jusqu'en 2022, où nous sommes à 5,5% de vapoteurs quotidiens. Et là aussi, l'utilisation est majorée chez les populations précaires ou avec des pathologies mentales, en lien très clairement avec le moindre coût, mais pas seulement. Alors, quelle position des instances? Alors, il est tout à fait normal que les professionnels de santé se posent beaucoup de questions, puisque l'ANSM, voilà quelle était sa position en 2011 lors de l'avènement en France de la cigarette électronique. L'OFT parlait de l'utilité de la e-cigarette dans le sevrage tabac, tandis que l'OMS préférait restreindre son utilisation. La HAS, en 2014, proposait de ne pas recommander la e-cigarette, mais ne pas décourager ceux qui l'utilisaient déjà. L'Académie nationale de médecine, au contraire, proposait l'émergence d'une e-cigarette médicament, tandis que le Haut Conseil de santé publique avait également fait varier son avis entre 2014, faible efficacité, et 2016, oui, la vape est une aide à l'arrêt du tabac. L'OMS, à nouveau, alors je ne sais pas si on voit malgré les vignettes des intervenants, l'OMS estimait que la vape est nocive et devra être régulée. Donc, comment s'y retrouver lorsque on a de telles disparités d'avis? Le Haut Conseil de santé publique, en novembre 2021, a affirmé sur un très gros document de 48 pages de recommandations et 130 ou 140 pages documentaires au total, que les connaissances fondées sur les preuves sont insuffisantes pour proposer la vape comme aide au sevrage tabagique. Cependant, dit-il, elle pourrait être utilisée pour des publics vulnérables, coaddiction, comorbidité, précarité ou à forte dépendance nicotinique. Donc, il ouvre un champ, mais, répond la Fédération Addiction, c'est bien que le Haut Conseil envisage positivement la vape pour certains types de populations, mais la Fédération Addiction souhaite que cette approche soit ouverte à l'ensemble des fumeurs. Car, dit-elle, en tant que professionnelle, l'urgence est d'accompagner les patients. Alors du coup, la Société francophone de tabacologie a tenté vraiment de se positionner depuis début 2022, même fin 2021. Il y a eu beaucoup de débats très démocratiques, très participatifs au sein du conseil d'administration. Et finalement, on s'est posé les questions de l'utilité pour le sevrage tabagique, de la tolérance de la vape, du maniement de l'outil, du cas des populations spécifiques,
se poser aussi la question des femmes enceintes, du contexte préopératoire, etc. Toutes ces questions ont été mises à jour grâce à l'intervention de nos collègues de Lausanne, en interrogeant bien sûr les experts du conseil d'administration. Et on a eu donc de nombreuses discussions au sein du CA. Et donc, je vais un petit peu vite, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que l'HAS révise actuellement sa recommandation de bonne pratique pour l'abstinence au tabac et qu'il y a un focus sur la cigarette électronique qui va être détaillé. Donc, nous avons fait appel à Unisanté de Lausanne, déjà expérimenté dans la méthode Delphi, et son directeur, professeur Jacques Cornus, qui est également membre administrateur de la SFT, a proposé d'appliquer la méthode à ce thème dès l'automne 2023. Et voilà ce qu'il... Donc, nous avons vraiment trouvé cette idée très intéressante, d'autant que Unisanté était déjà expérimenté dans ce domaine. Et donc, c'est là où les trois personnes, dont le professeur Jacques Cornu, Emmanuel Lutti et le docteur Isabelle Jacot-Sadowski, ont travaillé sur cette méthode. Et donc voilà, je vous laisse la parole et je suis vraiment très heureuse de cette occasion de pouvoir travailler sur ce consensus tellement attendu par les professionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Nathalie. Oui, merci Nathalie. Merci la Corée de l'invitation. Merci Nathalie pour la synthèse et la très bonne introduction de la thématique. Donc, nous vous remercions de l'invitation, la docteure Isabelle Jadowski et moi-même. Je vais présenter les 8 à 9 premiers diapositives et ensuite, c'est ma collègue, la docteure Isabelle Jacques-Jadowski, qui va reprendre pour le cœur de la présentation. Et après, elle et moi, on sera évidemment à disposition pour les échanges sur la base de nos résultats et d'autres questions que vous avez en lien avec le vapotage. Alors, pour ces 9 médias, je vais demander chaque fois à Isabelle de passer les dias. Donc, Isabelle, je propose de passer le dia suivant. Voilà, donc le travail que nous vous présentons, c'est un travail de toute une équipe. Outre Isabelle et moi, il y a Luc Lebon, Camille Velardet, Karine Surcher, Olivier Dupéret et Menel Lutti qui sera possiblement aussi à disposition pour les questions méthodologiques lors de la deuxième partie de ce webinaire. Dire encore qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, notre Delphi, notre enquête fait l'objet d'une publication scientifique. L'article est soumis pour publication dans une revue internationale anglophone. On n'a pas encore le résultat de l'acceptation ou pas, donc on est en phase de soumission au niveau international. Bien suivant. Voilà, donc en préambule, aucun des différents acteurs de cette enquête n'ont de lien d'intérêt ou de conflit d'intérêt à signaler. Et le financement de cette étude est un financement interne grâce au fonds de recherche d'Unisanté, ce centre universitaire de médecine générale et de santé publique à Lausanne, qui est un peu, si vous voulez, l'équivalent du CHU. On a un CHU très important à Lausanne. Et avec la création d'Unisanté, il y a 6 ans, nous avons voulu rééquilibrer le système de soins, le système aussi d'enseignement pour donner la place à la santé publique et à la médecine générale au même titre que les spécialités. Voilà. Le dia suivant pour rappeler qu'effectivement, le plan sera le suivant. Donc, moi, je vais faire l'introduction. Et ensuite, dans le cœur de l'intervention d'Isabelle, on va évoquer la méthode. C'est une méthode qui est vraiment, à nos yeux, très importante quand on veut chercher un consensus. Et je peux qu'inciter les gens qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir ce type d'approche quand on cherche un consensus et on voit à quel point actuellement, avec les fake news, avec les vérités alternatives et ce qui se passe dans certains pays, il est urgent de retrouver une volonté de trouver des consensus scientifiques. Il y aura aussi une synthèse, une discussion et une conclusion avec des perspectives qu'on va évidemment développer avec vous dans la deuxième partie. Dia suivant. Voilà, donc c'est déjà été dit. Nous, on est parti du constat suivant il y a à peu près une année et demie. C'est que, comme c'était dit par Nathalie, la place et l'utilité de la vape ou du vapotage ou de la vaporette suscitait beaucoup de questions.
on avait depuis quelques années des preuves croissantes de l'efficacité du vapotage pour l'arrêt du tabac grâce à des essais cliniques et des synthèses par les revues Cochrane. Et on savait que, sous aucun doute, les personnes qui passaient du tabagisme au vapotage pouvaient bénéficier d'une très forte réduction à l'exposition de composés toxiques, toujours en comparaison évidemment avec leur ancienne consommation, qui était celle de tabac brûlé par les cigarettes dites standards. Mais en même temps, nous manquions, quand nous avons lancé ce processus, de données sur les effets sur la santé à long terme, sur le potentiel addictif auprès des jeunes et des moins jeunes. Et puis, il y a un début, non pas de confusion, mais de complexité en tout cas, avec des nouveaux dispositifs qui complexifient évidemment le positionnement par rapport au vapotage. Donc, il n'y avait pas de convergence. Nathalie l'a bien dit, au sein du conseil d'administration, il y avait vraiment une saine, mais une forte tension scientifique sur la place du vapotage. Et nous avons proposé cette méthodologie qui est acceptée par le conseil d'administration et on se réjouit et qu'on puisse vous présenter ceci aujourd'hui. Donc, après ce questionnement sur la place et l'utilité, nous sommes partis du principe que c'était la responsabilité d'une société savante telle que la Société francophone de tabacologie. Pour la petite histoire, la Société française de tabacologie est venue il y a une quinzaine d'années, la Société francophone de tabacologie, en accueillant les Belges, Suisses et autres luxembourgeois, d'essayer de trouver un consensus parce qu'on a une responsabilité, quasi un devoir pour nos patients, nos patientes, la population aussi de nos pays, le public en général, les décideurs, les décideuses politiques, et puis pour attirer aussi de nouveaux membres, pour que ces membres se sentent dans une dynamique où on n'est pas dans la guerre de clochers, mais dans un souci de trouver des consensus. Alors, il y a plusieurs manières d'avoir des consensus. Il y a les méthodes RAN, il y a des méthodes qualitatives. Nous, on a utilisé une méthode pour laquelle nous avions déjà acquis quelques compétences, qui est une enquête du type Delphi. Delphi fait référence à l'oracle de Delphes qui permettait par ses compétences et sa vision de prédire l'avenir. Alors, voilà d'où vient ce terme, qui est une technique. Donc, trouver des consensus et identifier, et c'est ça qui est intéressant, les points d'accord et les points de désaccord, et qu'en consensus ne suffit pas l'unanimité. Et ça, c'est très important de le rappeler, mais n'empêche que le consensus permet d'aller de l'avant, de faire des politiques publiques. C'est vrai que si cette approche vient de la Suisse, c'est peut-être pas anodin, puisque on a une culture non seulement du compromis en Suisse, mais du consensus. Et ça permet de démontrer un certain niveau d'accord entre les personnes expertes sur une thématique spécifique. Voilà, le dia suivant, donc juste pour illustrer, comme vous le savez, ces différents produits, ces dispositifs qui sont maintenant bien connus du public, première génération, deuxième, maintenant on ne les voit pratiquement plus, c'est anecdotique. La troisième génération, on la voit encore. Et puis il y a la quatrième qui arrive avec un dispositif beaucoup plus pratique, et c'est les fameuses cinquième génération, ces cigarettes électroniques jetables, les puffs. Alors quand on a lancé notre Delphi, ça commence à être un problème de santé publique. Maintenant, peut-être qu'on poserait des questions un peu complémentaires à celles qu'on a posées il y a un peu plus d'une année. Voilà. Et puis, avant-dernier dia pour ce qui me concerne, le dia suivant, donc juste qui illustre les différentes réalisations que nous avons faites ici à Lausanne sur cette technique, où depuis 2010, nous avons le souci de développer ces approches consensuelles, déjà fortement en lien avec le tabac, mais avec d'autres, pendant le Covid, pour la vaccination, pour des aspects également de partage de la décision. Donc voilà quelques exemples de réalisation. Et puis mon dernier dia, avant que je passe la parole à Isabelle, c'est le dia suivant, où l'objectif général de cette approche, c'était de développer un consensus au sein de notre société sur la question suivante, quelle est la place et l'utilité du vapotage dans la prise en charge clinique des personnes fumeuses. Voilà, Isabelle, je te passe la parole. Voilà, merci. Alors, je vais reprendre à la dia suivante. Vous voulez retenter de partager ou on reste comme ça? Tant que ça marche? Alors, ça marche. Je pense qu'on va continuer comme ça. Allez, On ne change pas d'équipe qui Merci. gagne. Allez. allez. Merci.
Voilà, donc je vais commencer par la méthode. C'est une méthode un petit peu particulière dans le sens qu'on a combiné deux techniques dans cette méthode Delphi rapide. La première technique, c'est la technique du groupe nominal que je vais décrire. Et la deuxième technique qui est plus classique des enquêtes Delphi, ce sont les enquêtes par questionnaire. Et on a fait deux questionnaires successifs durant cette enquête. La dia suivante. Alors là, ce schéma résume le déroulement de cette étude et on voit qu'en fait, ça s'est déroulé de manière assez rapide, hein. On a débuté à la fin août pour terminer, finaliser nos résultats pour les présenter au congrès de la Société francophone de tabacologie fin de novembre 2023. La première étape a été de faire une séance de réflexion, c'est ce qu'on appelle le groupe nominal parmi les membres du comité, et puis ce qui a permis de générer un certain nombre d'affirmations qui ont été soumises à l'ensemble des membres de la Société francophone de tabacologie via un premier questionnaire. Celui-ci ensuite a été analysé, certaines questions ont été reformulées pour être resoumises aux répondants du questionnaire précédent et une analyse 2, 3 mois début novembre pour pouvoir les présenter au congrès de la Société francophone de tabacologie. Dia suivante. Donc la première étape, c'est la technique du groupe nominal. Donc on a invité les 23 membres du conseil d'administration de la SFT pour une séance de brainstorming. L'objectif, c'était de générer des propositions, des thématiques en réponse à la question quelles sont la place et l'utilité du vapotage dans la prise en charge clinique des personnes fumeuses. Donc, chaque personne présente pouvait générer des idées par un processus de tour de table successif, c'est-à-dire une idée à la fois, laissant le même temps de parole à chacun des participants. S'en est suivi ensuite une phase de discussion, mais pas de débat. C'était une discussion pour clarifier en fait les idées qui ont été générées durant ce processus et puis de structuration des propositions thématiques qui en sont sorties, c'est-à-dire de regrouper des idées ou des propositions qui étaient proches, de pouvoir clarifier aussi, être sûr que le groupe d'Unisanté qui menait cette enquête avait bien compris aussi les propos, les affirmations rapportées. Et puis dans la dernière étape de cette séance, nous avons soumis en fait ces différentes propositions à un vote pour prioriser les différentes propositions. Dia suivante. Donc là, on retrouve les différentes étapes de cette étape 1 hein, du groupe nominal. Donc, générer des idées, chacun pouvait affirmer une idée, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, c'était aussi quelque chose qui était donné comme consigne. Ensuite, ces idées ont été mises en commun à l'aide de l'outil Mentimeter et qui a permis en fait qui permettait de projeter les réponses, de les regrouper, de les structurer et de partager les réponses avec les différentes personnes qui participaient à la séance. Donc, les participants étaient les membres du conseil de la SFT. Dia suivante. La phase de discussion donc, a permis de clarifier et de structurer ces propositions, toujours ceci aussi à l'aide d'un outil qui permettait de partager, de projeter, d'écrire, sous forme de figures aussi, de regrouper sous forme de schéma pour clarifier vraiment les thèmes qui ressortaient
de la discussion. S'en est suivi une pause qui nous a permis dans le groupe d'organisation de pouvoir relever ces différentes affirmations et puis de les soumettre ensuite aux participants à un vote de priorisation. Donc chacun des votants devait sélectionner 20 propositions prioritaires parmi celles qui étaient ressorties du groupe de discussion, chacun a pu voter de manière anonyme pour prioriser les propositions qu'il souhaitait retenir pour ensuite les soumettre à l'ensemble des membres de la SFT. Donc cette étape 1, cette séance s'est réalisée en ligne, elle a duré 2 heures. Dia suivante. L'étape 2 était l'étape du questionnaire. Donc, l'équipe d'Unisanté a réalisé un questionnaire sur la base du vote de priorisation des affirmations lors de la séance précédente. Elle a invité les 163 membres de la SFT à participer euh, aux étapes de questionnaire avec un questionnaire en ligne avec l'outil RedCap qui est utilisé pour en fait enregistrer les réponses au questionnaire, ce qui permettait aussi d'analyser ces réponses. Aux personnes qui ont participé, qui ont répondu au questionnaire, on leur a soumis les différentes propositions sélectionnées à la fin de l'étape 1 et ils avaient la possibilité de quantifier leur niveau d'accord avec ces propositions sur une échelle de 1 à 9. 1, pas du tout d'accord, et puis 9, tout à fait d'accord. Il y avait aussi une possibilité de mettre un commentaire sous forme d'un texte libre pour ce qui nous a permis ensuite de pouvoir mieux comprendre peut-être certaines réponses ou en créer des suivantes pour le questionnaire 2. Dia suivante. Donc, une fois ce questionnaire complété, les résultats se sont présentés sous cette forme. Donc, on avait en fait le résultat. Alors ici, par exemple, c'est un exemple hein, où on a obtenu un consensus. Euh, Là, on a un niveau d'accord et un niveau de consensus. Un niveau d'accord était considéré si la médiane était supérieure ou égale à 7 sur 9. Et puis un consensus si l'interquartile était inférieur à 3 points, ce qui évitait de considérer comme accord des propositions pour lesquelles il y avait trop de dispersion dans les réponses. On trouvait aussi dans les réponses, parce que ces réponses ont été soumises au deuxième questionnaire aux participants pour répondre au deuxième questionnaire, leurs propres réponses, ici représentées en rouge. Dia suivante. Donc, l'analyse des réponses du questionnaire 1 a été réalisée avec une description statistique des résultats sous forme graphique, comme je l'ai présenté dans la slide précédente. Et notre travail a été de sélectionner les propositions qui ont obtenu un consensus, mais aussi de reformuler certaines propositions n'ayant pas obtenu de consensus ou selon les commentaires qui sont ressortis dans les textes libres, des commentaires qui allaient peut-être parfois qui sortaient qui étaient différents des questions qui étaient déjà proposées, mais surtout des commentaires qui permettaient d'affiner certaines questions ou de préciser certaines questions, parce qu'il était parfois difficile de répondre en raison peut-être d'un manque de précision. Ça nous a permis de reformuler certaines questions. Et le questionnaire, ensuite 2, avec ces questions reformulées, a été envoyé aux personnes qui ont répondu au premier questionnaire, avec les réponses
En répondant au deuxième questionnaire, ils avaient connaissance des réponses, de leurs propres réponses, s'ils l'avaient oublié, mais aussi des résultats des réponses du questionnaire 1. La suivante. Donc, ces résultats ont fait l'objet d'un article qui est actuellement en soumission, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, voilà un peu le déroulement de l'enquête pour résumer. Donc, la première invitation a été envoyée aux 23 experts du conseil d'administration de la SFT. 11 experts ont participé, environ la moitié, et ont sélectionné 34 propositions sur les 43 qui ont été générées. Donc, par le vote de priorisation, 34 ont été retenues. Celles qui n'ont pas été retenues, c'est celles qui avaient 3 points ou moins de 3 points. Ensuite, dans l'étape du questionnaire 1, 87 experts ont répondu sur les 163, ça fait 53%. Et on a obtenu déjà lors de ce premier questionnaire 34 affirmations avec consensus, où il y avait 34 affirmations, excusez-moi, puis 27 parmi les 34 ont obtenu un consensus à cette étape-là, ce qui est déjà important. Ce qui nous a permis de recréer un deuxième questionnaire, reformuler certaines questions avec 8 affirmations au questionnaire 2 et 6 affirmations sur ces 8 ont obtenu un consensus lors de ce deuxième questionnaire. On s'est arrêté à ce stade-là. On voit que ça s'est déroulé de manière de façon rapide, hein, puisqu'on a débuté au mois d'août. La première séance avec l'invitation et puis la première séance du groupe nominal avec les membres du conseil d'administration a eu lieu fin septembre, premier questionnaire, première moitié d'octobre, et ensuite deuxième questionnaire pour présenter les résultats, sauf erreur, le 23 novembre 2023 au congrès de la Société francophone de tabacologie. La suivante. Les participants, donc les 87 participants, on retrouvait 61% de femmes avec un âge de plus de 50 ans chez environ 65% d'entre eux. La profession majoritaire était les médecins, avec 70% de médecins dans les participants, suivi des infirmières, infirmiers, sages-femmes, et puis 2 pharmaciens, pharmaciennes. La suivante. Alors j'en arrive aux résultats, aux affirmations qui ont obtenu qui ont obtenu des consensus. On a réparti les propositions aussi, on les a classées par catégorie. La première catégorie, c'était concernait des affirmations sur des connaissances scientifiques sur la cigarette électronique. Donc, voici les affirmations qui ont obtenu un consensus. La cigarette électronique permet très probablement de réduire les risques, morbidité et mortalité du tabagisme, à condition d'arrêter complètement la consommation de tabac. Le mode d'action de la cigarette électronique sur le sevrage tabagique est connu. Le rapport risque-bénéfice de l'utilisation de la cigarette électronique dans le contexte de l'aide au sevrage tabagique est favorable. Selon les données actuelles, la cigarette électronique est efficace pour le sevrage tabagique, qui était défini comme une abstinence de 6 mois ou plus. Slide suivante. La deuxième catégorie d'affirmations concernait la prise en charge clinique. Alors, voici aussi les affirmations pour lesquelles on a obtenu un consensus. La cigarette électronique peut être utilisée en association avec les substituts nicotiniques. L'utilisation simultanée de la cigarette conventionnelle et de la cigarette électronique, usage dual, ne doit être qu'une phase transitoire en visant un arrêt complet du tabac. Les tabacologues doivent être formés à communiquer des informations ainsi que des conseils médicaux et techniques sur l'usage de la cigarette électronique.
il est nécessaire de mettre en place un suivi des effets indésirables de la cigarette électronique. Là, on voit une médiane à 9 pour toutes ces affirmations. Il y a suivante. Toujours pour la prise en charge clinique, la cigarette électronique a une place et une utilité pour le sevrage tabagique à condition d'avoir de bonnes conditions d'utilisation, dose de nicotine, type de liquide, résistance électrique, etc. La cigarette électronique doit être utilisée sur une période limitée en visant son arrêt dans un deuxième temps une fois que l'arrêt du tabac est consolidé. Il faut présenter les traitements pharmacologiques et la cigarette électronique aux personnes fumeuses avec des explications claires sur les avantages et inconvénients, puis accompagner la personne dans son choix. Partage de la décision sont entendus ici. Il y a suivante. Toujours pour la prise en charge clinique, la cigarette électronique est une option d'aide au sevrage tabagique en cas de souhait de vapotage ou de refus des traitements pharmacologiques. La cigarette électronique peut être recommandée pour les situations à risque de rechute, par exemple lors de sorties en présence d'autres personnes fumeuses. En cas de symptômes de sevrage lors de l'utilisation de la cigarette électronique, il est recommandé d'augmenter la concentration de nicotine et non pas la puissance électrique. Suivante. Toujours pour la prise en charge clinique, les patientes et patients devraient être encouragés à tester différents arômes. La cigarette électronique est un outil important dans la prise en charge clinique des personnes fumeuses. La cigarette électronique peut être utilisée comme un outil de substitution nicotinique. Suivante. Alors, toujours pour les consensus atteints, hein, mais cette fois selon le type de patiente et de patient, donc des populations spécifiques. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique des patientes et patients avec troubles psychiatriques. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique des patients et patientes avec coaddiction. Une femme enceinte ayant arrêté de fumer à l'aide de la cigarette électronique ne doit pas être découragée de l'utiliser en cas de risque de rechute. Une femme allaitante ayant arrêté de fumer à l'aide de la cigarette électronique ne doit pas être découragée de l'utiliser en cas de risque de rechute. Sous-entendu, évidemment, toujours ici la rechute vers le tabagisme, la cigarette conventionnelle. Dia suivante. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique des patients et patientes hospitalisés. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique des patientes et patients coronariens. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique des patientes et patients avec BPCO, bronchite chronique pulmonaire obstructive. Suivante. Et puis la quatrième catégorie, c'était vraiment les divers, des affirmations qui n'entraient pas dans les catégories précédentes. Alors, il est nécessaire de disposer de recommandations cliniques sur l'utilisation des cigarettes électroniques pour le sevrage tabagique. Les recommandations cliniques devraient distinguer les produits ici de l'industrie du tabac des produits provenant de fabricants indépendants de celle-ci. Dia suivante. Alors ici, on arrive à l'absence de consensus. C'est intéressant aussi. Et on voit aussi comment se situe l'absence de consensus sur le petit graphique à droite. Alors pour les connaissances scientifiques, on a les mêmes catégories, hein. Selon les données actuelles, l'usage de la cigarette électronique pendant plusieurs années engendre peu d'effets indésirables. Donc une médiane à 6 avec des réponses assez réparties sur l'échelle. La dépendance à la nicotine est comparable entre une personne fumeuse et une personne consommant une cigarette électronique récente. Une médiane à 6, mais pas de consensus aussi pour cette affirmation. Il y a suivante. Concernant les types de patientes et patients,
Absence de consensus pour ces trois affirmations. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique des patientes et patients mineurs, moins de 18 ans. Alors là, on est à 4, plutôt en défaveur, mais pas de consensus. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique des femmes enceintes. On est vraiment à 5, avec des réponses très dispersées sur l'échelle. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique des femmes allaitantes, euh, une médiane à 6, avec une répartition très proche de la même affirmation que pour la femme enceinte. La suivante. Pas de consensus non plus pour cette affirmation. La cigarette électronique peut être recommandée pour le sevrage tabagique périopératoire, pré- et post-opératoire. Là, on est à 7 de médiane, mais pas de consensus. La suivante. Alors, les questionnaires ont généré passablement de commentaires. On a essayé de les réunir, de les utiliser pour développer le deuxième questionnaire, de pouvoir affiner les questions. Et puis, on a repris quelques phrases qui sont ressorties aussi des remarques. Trouver un consensus sur la vape serait souhaitable afin de sortir de cette guerre vape-anti-vape qui n'a pas lieu d'être. Il nous faut nuancer nos propos afin d'éviter toute radicalisation et se référer à ce que nous faisons tous en pratique. D'une façon générale, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles il est si difficile d'avoir un débat apaisé et evidence-based sur la cigarette électronique. Donc, on ressort aussi un souhait exprimé de trouver un consensus sur cette thématique. Suivante. Alors, synthèse. À l'étape 2, donc au premier questionnaire, donc 34 affirmations et 25 parmi ces 34 affirmations ont déjà atteint un consensus, donc environ les trois quarts. À l'étape suivante, 8 affirmations et puis 6 ont atteint le consensus. Donc cette démarche a permis vraiment de trouver un consensus élevé de plus de 75%. Pourquoi? On s'est aussi interrogé quant à ces réponses. Probablement aussi une expérience en pratique clinique, un usage déjà répandu ou assez répandu, et puis les connaissances aussi qui sont croissantes, avec de plus en plus aussi de données, de connaissances scientifiques, avec la revue Cochrane, qui est une revue systématique avec méta-analyse, qui a été fréquemment citée et qui a mis en évidence l'efficacité de la cigarette électronique pour l'arrêt du tabac, qui a mis aussi en évidence enfin notamment la comparaison de l'utilisation de la cigarette électronique avec nicotine versus substitut nicotinique avec une efficacité supérieure même de la cigarette électronique. Donc des résultats qui sont encourageants, euh, mais encore peu de données de suivi, avec un suivi qui n'a pas dépassé les 2 ans dans les études qui ont été sélectionnées dans cette revue systématique et dans la méta-analyse. Donc, au cours de l'automne 2023, c'était la revue Cochrane 2023. Une nouvelle a été publiée en janvier 2024 qui montre même un degré maintenant un niveau de preuve encore supérieur, mais pas de données sur le suivi des effets indésirables au-delà de 2 ans. À noter qu'on réalise à Lausanne en Suisse une étude sur la cigarette électronique et qui a été publiée juste après la revue Cochrane en février, qui a montré aussi une efficacité. Et puis on vient de commencer le suivi à 5 ans, alors bien évidemment pour lesquels on n'a pas encore de résultats. On a constaté que la nécessité d'avoir
des données sur la sécurité à long terme. Et ça, c'est aussi une convergence qu'on a vue parmi les commentaires qui sont ressortis de ces de cette enquête, des deux questionnaires qui ont été soumis aux membres de la Société francophone de tabacologie. Voilà, suivante. Bien sûr, il y a des limitations. Ces résultats représentent un accord consensuel en 2023. Peut-être c'est plus actuel aujourd'hui. Le temps encore assez restreint, mais les produits évoluent vite. Et puis, ceci se limite aussi aux membres de la Société francophone de tabacologie qui ont répondu au questionnaire. L'opinion peut rapidement évoluer en fonction de nouveaux résultats, de nouvelles études, de nouveaux produits aussi qui peuvent attirer aussi d'autres publics ou qui peuvent présenter d'autres risques, et puis de nouvelles recommandations de santé publique. La suivante. Leur conclusion et perspective, il est possible de trouver un consensus sur des questions qui sont sensibles. La méthode Delphi est une méthode qui permet aussi de donner la parole à chacun, de pouvoir aussi quantifier des opinions, des avis d'un grand nombre et de manière rapide avec cette méthode Fast Track Delphi qu'on a utilisée ici. Pour la suite, les futures études devraient se focaliser sur les thèmes qui n'ont pas encore obtenu de consensus, et puis à voir si cette étude doit être répétée et quand elle doit être répétée au vu de l'évolution rapide des connaissances sur la cigarette électronique et aussi sur le développement rapide des produits. Voilà, je crois que je suis arrivée à la fin avec un petit peu d'avance, 10 minutes d'avance. Et là, ça laissera un petit peu plus de temps pour des questions ou pour préparer les questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire, très synthétique. On reverra toutes les phrases, le replay sera disponible. Il y avait des questions dans le chat pour que vous puissiez bien revoir en fait, les phrases qui ont été citées et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans la pratique, donc phrases qui ont fait un consensus. Il n'y a pas trop eu de questions dans le chat, mais il y en avait pas mal qui ont été posées à l'inscription. Donc, je vous propose là de prendre 10 minutes de pause. On peut se retrouver, on va dire 15 heures. Comme ça nous laisse un peu de temps, nous, de centraliser, de faire aussi des thématiques par question. Et on se retrouve donc à 15 heures pour répondre aux questions des intervenants. Alors, bonjour, il est quasiment 15 heures, donc on va pouvoir reprendre la deuxième partie de ce webinaire et répondre aux différentes questions des participants du webinaire, donc qui était la 108, 109 aujourd'hui, c'est monté, donc beaucoup de participants encore connectés, donc qui attendent impatiemment cette deuxième partie. Donc, on a classé avec l'équipe de la Coréenne les fonctions un peu par thématique. Donc, on va procéder comme ça, si ça vous va. On va faire la première grosse thématique. En fait, c'est un peu sur les enjeux de santé publique. C'est une question récurrente concernant la cigarette électronique. Là, on a parlé de la place dans le sevrage, mais en fait, il y a beaucoup de participants qui s'interrogent parce qu'ils ont des interrogations de la part de leurs patients. Maintenant, ça existe depuis plusieurs années. Est-ce qu'on a du recul? Est-ce qu'il y a des études sur la toxicité? Est-ce que je peux en consommer de manière en toute sécurité? Voilà, vraiment des questions sur la sécurité et sur le recul. En fait, qu'est-ce qu'on a comme recul sur l'utilisation de la cigarette électronique et de la vape? Donc Très bien. cette question a été posée, je pense, à peu près 15 fois, mais grosso modo, voilà, c'est ça la question générale. Le Oui, recul. qui est une question effectivement centrale quand on parle de vapotage. Dans les premiers éléments, et Isabelle pourra compléter avec des perspectives aussi de données scientifiques, mais moi j'aimerais donner euh, la perspective suivante. C'est-à-dire que pour les fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, tout est mieux que de continuer à fumer des cigarettes traditionnelles. C'est ce qu'on appelle le principe de prévention. C'est-à-dire que tout est mieux que de continuer des cigarettes avec un tabac qui brûle. Alors, on recommande
de manière, disons pas une information très forte, mais quand on fait nos cours, Isabelle et moi, avec les étudiants, avec les internes, on prend, on prend cette vision de dire, voilà, actuellement, on dit aux jeunes que vous serez face à un fumeur qui vous pose la question, mais docteur, je n'arrive pas à arrêter de fumer avec le patch, avec le bupropion, est-ce que ça serait mieux que je me mette à la voie potage? Alors, nous, on recommande d'utiliser ce geste. Actuellement, votre risque est comme ça, madame, monsieur. Si vous vapotez, votre risque va diminuer. On ne sait pas de combien. Est-ce qu'il va diminuer de 80, de 90? Il y aura un risque résiduel. Sera-t-il de 5%, de 20%? On ne sait pas. Mais nous recommandons aux soignants de faire ce geste. Comme ça rassure le fumeur et ça explique concrètement, c'est le fameux principe de prévention pour le fumeur, tout est mieux que de continuer à fumer des cigarettes traditionnelles. Par contre, dans la même foulée, à nos étudiants, nous disons, quand c'est des gens qui ne fument pas, notamment les jeunes, qui se mettraient au vapotage, non pas grâce, mais à cause des puffs, de ces cigarettes électroniques jetables, alors là, il y a un risque, on ne sait pas de combien, mais là, c'est le principe non plus de prévention, on prévient les maladies, mais c'est le principe de précaution. Dans le doute, il faut tout faire, il faut éviter le maximum que des jeunes se mettent à la cigarette électronique. Même peut-être dans 10 ans, on verra que finalement, ce vapotage, c'est que quelques effets à court terme, mais rien à moyen long terme. On ne sait pas. Mais pour celles qui ne fument pas, principe de précaution. Pour celles qui fument, principe de prévention. Ça, c'est le principe de base. Isabelle, tu veux compléter? Oui, volontiers. Alors en termes de sécurité, on a aussi on dispose d'analyses hein, qui ont été faites d'une part sur les aérosols qui sont générés par les cigarettes électroniques. Et si on compare la composition, les composants, les composés toxiques qui sont émis par ces dispositifs, eh bien, ils sont considérablement réduits par rapport à la cigarette classique. On ne retrouve pas la plupart des substances nocives qu'on trouve dans la fumée de cigarette, tout ce qui compose les goudrons, hein, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, il n'y a pas de monoxyde de carbone. En principe, il n'y a pas de nitrosamine non plus, qui sont les principaux cancérigènes aussi qu'on trouve dans la fumée du tabac. Mais on retrouve malgré tout quelques substances, comme par exemple du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde, qui sont des composés toxiques qu'on trouve aussi dans la fumée de cigarette, hein, généralement en quantité nettement supérieure. Donc, ce n'est pas totalement sans nocivité, mais on peut maintenant, on a des données quand même suffisamment solides pour parler d'une moindre nocivité sur la base de l'analyse des aérosols et puis aussi de quelques analyses effectuées chez des consommateurs. Si on des consommateurs qui fument et qui passent à la cigarette électronique, quand on fait des analyses de toxiques au niveau des urines, par exemple, on constate une réduction. Mais en Très termes de bien, merci. maladie, on Voilà. ne dispose pas d'études Ouais. parce qu'on n'a pas suffisamment de recul pour parler de réduction de risque de développer voilà, des cancers, en tout cas pas de les quantifier. Peut-être en complément encore, on va passer à une autre thématique, c'est de, de- de préciser à quel point il y aura une complexité méthodologique à analyser les données épidémiologiques. Parce que ces corps de fumeurs qui se sont mis au vapotage, certains font une consommation duale, certains reviennent pendant quelques mois au tabagisme, certains prennent différentes doses de vapotage, etc. Donc là, ça sera d'une complexité redoutable de pouvoir extraire l'éventuel impact du vapotage chez celles et ceux qui sont mis alors qu'ils étaient fumeurs. Ça va être d'une sacrée difficulté méthodologique. Une question là qui vient d'arriver aussi dans le chat, je le suis en parallèle et c'est une question très récente, là, une étude qui a été publiée, je crois, ce week-end, si vous en avez peut-être entendu parler, qui a été présentée au congrès de l'American Thoracic Society, qui montre qu'il y a un risque accru de cancer du poumon chez les utilisateurs de e-cigarettes après avoir arrêté de fumer. Est-ce que Là, vous avez entendu?
Mm. Ça, c'est classique. Je vous interromps, excusez-moi, Clément. Oui, On a montré chaque fois, on a montré des risques plus élevés parce que c'est typique le biais de sélection. Celles et ceux qui se mettent au vapotage, c'est possiblement celles et ceux qui ont déjà des premiers symptômes d'un cancer sous-jacent. Ils deviennent un peu plus essoufflés. Ah, bah, je me mets au vapotage. Ah, je tousse différemment. Ah, je me mets au vapotage. Et on a vu ça dans toutes les études où il y a tout d'un coup, à l'arrêt, il y a une augmentation temporaire, et c'est typique où malheureusement les spécialistes propagent ces données-là sans du tout avoir assez de recul pour dire, attendez, prenons assez de marge pour pouvoir prétendre une telle chose. Mais je ne suis pas du tout surpris, je ne connaissais pas l'étude, merci de nous signaler. On va évidemment, Isabelle et moi, la regarder de près, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est typique un biais de sélection. ouais, très bien, parfait. Oui. Une autre question Peut-être juste encore sur aussi un complément, quand on ouais. arrête de fumer, le risque de cancer diminue, mais il va mettre des années pour rejoindre un risque de cancer d'un non-fumeur. Et les vapoteurs sont quasi exclusivement des non-fumeurs, en tout cas à l'âge de développer un cancer du poumon. Les vapoteurs qui n'ont pas été fumeurs, ce sont les jeunes qui se mettent maintenant notamment aux cigarettes électroniques jetables. Mais là, on n'a pas de recul suffisant pour faire ce type d'analyse. Bah, ça fait le lien avec une question là qui vient d'arriver aussi sur la toxicité des liquides et sur le fait qu'on parle peu de l'effet perturbateur endocrinien de certains produits liquides. Donc là, plus la thématique globale, enfin, peut-être des composants en fait des vapes. Euh, on le, c'est quand même un peu du sur-mesure parce qu'il y a plein de liquides différents qui existent, il y a plein d'arômes, plein de choses, plein de matériel. C'est compliqué que ce soit pour les différentes études également d'avoir quelque chose de comparable parce qu'on ne sait pas avec quel liquide a été utilisé, dans quelles études, avec quel matériel, etc. Donc là, si on part sur cette thématique un peu du matériel et du liquide, bah, avec cette première question, est-ce qu'il y a des retours concernant ce côté perturbateur endocrinien de certains liquides, ou en tout cas peut-être des liquides avec des compositions peut-être moins dangereuses ou moins nocives, ou est-ce qu'il y a des différences dans les liquides? Alors, je Est-ce qu'on ne a des... connais pas les données sur les perturbateurs endocriniens. Peut-être deux éléments de réponse, peut-être des éléments plus globaux. Le premier, c'est que euh, c'est une thématique importante, les perturbateurs endocriniens, mais il y a les données in vitro, les données par principe, quant à l'impact clinique d'une perturbation endocrinienne due exclusivement au vapotage, je ne pense pas demain qu'on aura des exemples cliniques. Je ne dis pas des exemples de laboratoire et tout. Et puis, peut-être pour les composants des liquides, Isabelle, tu veux donner des précisions? Oui, alors c'est vrai que c'est assez complexe. Il y a différents paramètres qui vont jouer un rôle, alors notamment la question des arômes. Certains arômes vont créer davantage de composés toxiques que d'autres. Ça dépend comment on a créé l'arôme. Mais ça va aussi dépendre de la température à laquelle ce liquide est chauffé. Et ça, c'est un des points les plus importants parce qu'à partir une certaine température, en fait, le propylène glycol, le glycérol vont créer justement ces fameux formaldéhyde, acétaldéhyde. Et si un conseil à donner, c'est d'éviter la surchauffe, hein, d'augmenter trop les watts des cigarettes électroniques, notamment dans les modèles de troisième génération où on peut faire des réglages, hein. Donc ça, c'est un paramètre important. Puis ensuite, alors peut-être ça concerne moins les modèles récents qui seront jetables ou sous forme de capsules, mais les modèles classiques avec réservoir, de penser aussi à changer la résistance, parce que les études sont assez claires aussi que au bout de 2, 3 semaines, en fait, la résistance va, euh, va se dégrader. Il y aura des dépôts aussi qui vont se mettre sur la résistance et mettre, c'est une source en fait d'émission de composés toxiques, notamment d'acroléine qui est une substance, un irritant respiratoire cancérigène. Donc, le conseil, c'est de changer la résistance. Normalement, le consommateur ressent quand c'est le moment parce que le goût change et devient désagréable.
Donc, il y a C'était une différents autre question paramètres, hein. d'expliquer peut-être. L'entretien du dispositif, évidemment la qualité de la composition du liquide, éviter la surchauffe, et puis certains arômes, effectivement, peuvent être plus problématiques que d'autres. Il y avait une question justement sur le principe de fonctionnement général d'une e-cigarette, si vous pouviez le rappeler justement, l'utilisation de la résistance, son rôle, etc. Donc peut-être brièvement rappeler les grands composants d'une cigarette électronique et leur rôle. Oui, donc la cigarette électronique est composée d'une batterie qui va permettre en fait de chauffer un liquide en principe en contact avec une mèche. Et puis ce liquide chauffé va créer l'aérosol. Et puis il y a tout un système électronique qui va permettre de créer cet aérosol, d'éviter aussi une surchauffe du dispositif. Et alors, en complément, c'est important de rappeler que c'est de la vapeur, c'est pas de la fumée. Et par rapport, justement, si on évoquait au début est-ce qu'il existe un vapotage passif? Eh ben, cette vapeur, elle tombe, elle sédimente, elle sèche rapidement, contrairement à la fumée. Donc, on est vraiment aussi dans des propriétés physico-chimiques bien différentes, ce qui explique que même si on associe le tabac passif au vapotage passif, pardon, le vapotage passif au tabac passif pour la cohérence des politiques publiques, notamment dans les lieux fermés, on est moins nerveux que quand c'est du tabac passif. Donc là, par rapport à ces réseaux, enfin, à ce fonctionnement, une résistance peut être amenée à changer et qui peut du coup être inconfortable chez certains. Qu'est-ce que vous pensez du coup des cigarettes électroniques qui sont vendues déjà toutes prêtes, donc type Vuse, enfin certaines marques où en fait on a déjà la résistance qui se jette avec le liquide. Est-ce que c'est peut-être là où c'était classé par génération, est-ce que c'est peut-être des modèles finalement à plus conseiller comme ça évite d'endommager la résistance. Si on met peut-être de côté la raison écologique, mais qu'est-ce que vous pensez du coup de ces modèles-là, en fait, déjà tout prêt à l'emploi? Est-ce qu'il y a c'est un intérêt pour le patient en termes de bon usage? Alors, peut-être deux éléments de réponse. Le premier, c'est que les patients, la plupart du temps, ils apprécient de pouvoir gérer eux-mêmes leur dose de nicotine. Ça signifie qu'ils maîtrisent par rapport à la cigarette standard, où il y avait des fois les fumeurs, vous vous souvenez, Gainsbourg, ils pinçaient le filtre pour avoir le plus d'efficience de sa cigarette. Mais de manière générale, le vapoteur apprécie parce qu'il peut doser sa dose de nicotine, puis justement baisser progressivement. On recommande de commencer à des doses de 16, 18, 20 mg par millilitre de nicotine dans le liquide et de diminuer progressivement. Et moi, on rencontre régulièrement des vapoteurs qui ont arrêté de fumer puis qui tolèrent, qui sont encore à 2, 3 mg par millilitre de nicotine. Donc, c'est pour ça que les fumeurs qui veulent arrêter de fumer par le vapotage, c'est marginal, celles et ceux qui se mettent au puff. Vous avez raison, ils peuvent avoir un bénéfice technique, mais il n'y a pas le bénéfice de maîtrise du sujet. Et on pourrait dire que on en voit quelques-uns, mais ça reste, en tout cas en Suisse, marginal, les fumeurs qui arrêtent de fumer grâce au vapotage qui serait par le biais des cinquièmes générations. Oui, peut-être les quatrièmes générations où en fait c'est l'utilisation d'une capsule, puis on change la capsule de nicotine et puis parfois la résistance est intégrée. Alors c'est plus coûteux, ça entre dans les paramètres, mais c'est plus facile à utiliser. Donc c'est vraiment un peu le choix du patient. Ces modèles aussi de capsules, c'est plus souvent des sels de nicotine, comme les puffs, comme les modèles jetables, hein. Là aussi, c'est une question de goût. Le fumeur, généralement, il recherche plutôt la sensation un peu d'irritation au fond de la gorge, comme celle qui est procurée par une cigarette. Avec les sels de nicotine, ça crée une vapeur qui est beaucoup plus douce. Alors, c'est ce qui attire aussi beaucoup les enfants, les jeunes, hein, vers ces produits. Mais voilà, parmi nos patients, en tout cas, on a des personnes qui préfèrent, qui n'aiment pas le côté irritant, donc qui se tournent vers les sels de nicotine. Et puis, mais pour un fumeur qui recherche vraiment la sensation de la cigarette, souvent les liquides classiques avec les modèles avec le réservoir restent l'option qui est préférée, où il peut vraiment un peu moduler aussi la vapeur qui est créée par le dispositif.
C'est un peu plus compliqué à utiliser, mais plus flexible et meilleur marché. Et comment savoir justement qu'on achète un liquide ou une cigarette électronique, si c'est des sels de nicotine ou pas, c'est comment l'identifier et quel est vraiment du coup l'avantage, enfin, quand est-ce qu'on conseillerait à un patient d'aller vers des sels de nicotine et quand est-ce qu'on lui conseillerait d'aller vers de la nicotine non salée? Isabelle va compléter. Il faut savoir que les sels nicotine diminuent, modifient le pH, ce qui fait que là, on a une meilleure efficience du vapotage parce qu'on a une meilleure absorption à cause de la diminution du pH. Donc, c'est maintenant en termes cliniques. Alors là, on peut clairement vous dire, on n'a pas de données formelles Ouais. du type evidence-based medicine. Après, il y a la réalité du terrain. Et si un fumeur dit, moi, je veux arrêter de fumer, mais je veux prendre la quatrième génération, on va surtout pas lui dire non. Et puis celui qui nous dit, mais moi, mon copain a arrêté avec les tanks, là, la troisième génération, et on peut bidouiller, on va aussi le soutenir. Voilà, mais en principe, mais est-ce que tu veux compléter, Isabelle? Oui, je pense qu'il est important, c'est aussi que la personne qui souhaite utiliser la cigarette électronique fasse test différents dispositifs, différents liquides. Il y a plusieurs paramètres de test, hein. Il y a la concentration de nicotine, il y a les arômes, il y a celle de nicotine ou non. Et puis, il peut y avoir aussi un peu la proportion de propylène glycol, glycérol qui peut jouer un rôle. Donc, il y a différents paramètres qui vont modifier la sensation. Et si un conseil à donner, ça serait de tester en fait et trouver vraiment celui qui convienne avec des concentrations de nicotine suffisantes pour éviter de vapoter en continu, pour être bien substitué et ne pas se tourner directement sur des concentrations faibles, parce qu'il y a le risque alors de vapoter parce que l'apport en nicotine est insuffisant. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que les e-liquides avec des sels de nicotine ont une rapidité d'action plus euh, supérieure aux autres liquides, avec peut-être une intensité, cette fameuse sensation dans la gorge qui serait plus prononcée? Alors la sensation dans la gorge est moins prononcée. Ouais, c'est ça. Ouais, La vitesse effectivement d'absorption est un peu plus rapide parce que c'est C'est ça. en raison du pH, puis aussi par le fait que ça crée une vapeur plus douce. Donc ça d'accord. fait un shoot de nicotine. Pardon? Ça fait un shoot hein, Ouais. de nicotine. Ouais. Tant qu'on est dans les liquides, il y avait aussi une question qui dit que souvent les gros fumeurs, donc j'imagine avec des grosses quantités de cigarettes par jour, ils n'arrivent pas à vapoter parce qu'ils ont cette sensation d'étouffement et ça a tendance à les faire tousser. Euh, Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est à cause des composants? On parlait de propylène glycol, de différents composés. Est-ce que ça peut jouer dessus? Alors ça dépend du dispositif qu'il va prendre, mais il faut Ouais, rappeler que le fumeur, quand il arrête de fumer, parfois, il y a une augmentation de l'atout pendant quelques semaines. Il y a, les mécanismes ne sont pas très bien expliqués, mais il y avait une sorte d'équilibre à un moment donné chez le fumeur quand il fumait régulièrement. Puis le fait d'arrêter, il y a un déséquilibre et il y a une sorte de mucorrhée, de bronchorrhée qui se développe et le fumeur va étonnamment plus tousser. Il y a des fumeurs qui nous disent, mais j'arrête de fumer, docteur, et je tousse plus. Mais ça, c'est temporaire. Alors, c'est peut-être simplement lié à ce mécanisme-là. Maintenant, suivant comment il vapote, il peut avoir effectivement plus d'irritation. Tu veux compléter, Isabelle? Oui, je pense qu'il y a un phénomène aussi d'apprentissage pour utiliser la cigarette électronique. Les gros fumeurs, s'ils arrêtent complètement de fumer du jour au lendemain et se mettent à la cigarette électronique, ils vont beaucoup tirer sur cette cigarette électronique, peut-être de manière inhalée trop profondément. Donc ça peut jouer un rôle, ça nécessite un petit peu d'apprentissage pour vraiment savoir comment vapoter. Et puis, alors le vapotage crée quand même un peu de sensation de sécheresse au niveau des muqueuses, et puis ceci peut aussi provoquer une certaine irritation, inflammation et provoquer de la toux, surtout au début du passage de la cigarette classique à la cigarette électronique.
Donc, on voit globalement, il y a plein de paramètres hein, sur cette fameuse cigarette électronique sur lesquels on peut jouer, le voltage, celle de nicotine ou non, le type de liquide, etc. Là, qu'est-ce que vous conseilleriez du coup aux participants si il y a des demandes sur ben, quels documents en fait sur lesquels je peux me fier pour ben, avoir un côté pédagogique avec mon patient, sur quels documents je peux m'appuyer sur le bon usage des cigarettes électroniques, et est-ce que vous connaissez aussi des formations ou des organismes ou des endroits où on peut retrouver spécifiquement un professionnel de santé, comment bien maîtriser la cigarette électronique, vers où il se tourne pour avoir des formations et des outils. Alors, Isabelle Compère, vous m'entendez là? J'ai dû changer mon dispositif. Vous Oui. m'entendez? Oui. Alors, les deux éléments de réponse. Le premier, on doit faire preuve une grande humilité, les soignants, les médecins, les soignants de ce domaine-là, parce qu'il y a très peu de données solides sur des techniques de vapotage que nous, on pourrait proposer. Et contrairement à un médicament, il y a autant de façons de vapoter qu'il y a de vapoteurs. Donc, c'est vraiment d'une grande complexité. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire alliance avec son patient pour que lui soit aussi acteur. Donc, ça, c'est le premier élément. Et parfois, on dit on a des marchands de vape qui sont très bien formés et qui sont des très bons conseils. Donc, c'est une double humilité, très peu de données. Et il y a des non-soignants qui parfois peuvent donner de très bons conseils sur la façon de vapoter. Isabelle? Alors oui, pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'on a effectivement peu de données pour savoir, pour pouvoir émettre des recommandations. On a souvent une approche assez pragmatique où on va en fait substituer la personne qui arrête de fumer en nicotine comme on le fait avec des substituts nicotiniques. Mais concernant les dosages de départ, il faut un dosage suffisamment élevé. Ça semble quelque chose qui ressort pour suffisamment les substituer. Mais ensuite, quant à la durée, quant au type de cigarette électronique, on n'a pas la réponse à ceci. Ça reste très pragmatique, effectivement, en fonction de l'évolution des perceptions de nos patients. Mais il n'y a pas vraiment de recommandations ou de guide pratique pour l'utilisation de la cigarette électronique en pratique clinique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les données sont un petit peu différentes parce que les États-Unis ont identifié la FDA, sauf erreur, 21 cigarettes électroniques. Donc eux, ils ont un tout petit peu codifié. Mais en Europe, on n'a pas ces réglementations. Donc on a un marché plus libre et beaucoup plus ouvert. Il y avait une question sur les équivalences entre nombre de cigarettes par jour et, et milligrammes par millilitre de nicotine dans les liquides. Ça, c'est peut-être une question pour le coup où les professionnels de santé peuvent peut-être conseiller le dosage dans les liquides. Donc, comment vous faites l'équivalence? Un patient qui vient fumer, qui fume habituellement un jour où lambda, où tout va bien, 20 cigarettes dans la journée, sur quel dosage partir en milligrammes par millilitre? Alors, comme c'était dit, et ça sera complété par Isabelle Le Caichin, on est toujours dans ce ordre de 15 à 20 milligrammes par millilitre du moment qu'on a un fumeur classique, un paquet de cigarettes par jour. Euh, et c'est dans cette dynamique-là quand on s'inscrit pour les troisième générations. Pour les quatrième et cinquième, c'est un peu plus, un peu moins balisé. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux compléter. Oui. Alors effectivement, commencer avec des concentrations plutôt élevées, partir aussi de la notion qu'une cigarette apporte 1 à 1,5 mg de nicotine. Et quand on peut estimer aussi la consommation quotidienne de nicotine via la cigarette électronique avec la concentration de nicotine dans les liquides, mais aussi le volume utilisé par jour. Donc là, ça peut nous donner aussi une idée si la personne est suffisamment substituée ou non. Il y avait une question sur les différents, finalement, qu'il y avait des profils d'utilisateurs de la vape chez qui ça pouvait mieux marcher. Des profils de fumeurs chez qui on avait remarqué que quand on passait à la vape, ça accrochait mieux et il y avait des profils un peu prédéfinis d'utilisateurs de vape.
Est-ce que ça a été souligné quelque part? Ah, le terrain montre que c'est souvent les middle age, les gens d'âge mûr entre 35, 40 et 60 ans qui se mettent au vapotage pour arrêter de fumer. C'est d'ailleurs souvent là que les gens mettent à leur agenda l'arrêt de la cigarette. Dans toutes nos études, on en a fait quand même plusieurs. L'âge médian moyen des fumeurs qui se mettent dans les essais cliniques, on est toujours entre 40 et 45. Donc c'est ceux-là qui vont se mettre au vapotage. Euh, Chez les personnes de plus de 65 ans, les seniors, il y a peu de données, peu de réalité du terrain. Je sais pas, Isabelle, tu veux compléter? Oui, c'est aussi, en tout cas, ce qu'on constate, nous, à la consultation de tabacologie. Maintenant, c'est vrai que les personnes qui consultent sont aussi plutôt des personnes à partir de plutôt 40 ans pour arrêter de fumer. On n'a peut-être pas non plus la vision des plus jeunes. Euh, donc, euh, donc j'ai pour le profil de Ouais. personnes à qui le vapotage fonctionnerait bien, je pense des personnes qui sont motivées à l'utiliser, qui sont intéressées. euh, et bien sûr, ceci aussi après avoir quand même fait les recommandations classiques des traitements classiques de substitution nicotinique ou autres médications, après les avoir bien informés aussi de, voilà, des avantages, mais aussi des inconvénients, hein. On va changer de thématique, on va parler, là il y a eu pas mal de questions sur la place, enfin ce qui était la raison du webinaire, la place de la vape dans le sevrage tabac. Donc là il y a toutes les phrases de consensus qui ont été citées. Il y en avait une concernant la place sur le vapofumage. Du coup, transitoirement, pour aider à faire le sevrage tabac, de vapoter et de fumer en même temps. Et plus globalement, en fait, pourquoi souvent on dit que c'est pas recommandé sur le long terme de faire du vapofumage. Donc voilà, parler un peu de cette notion de vapofumage. Ah ben, il y a Oui, une alors, question. alors en l'occurrence, on est parti du principe que le vapotage était destiné dans cette étude Delphi pour l'arrêt de la cigarette. Donc on sait que certains ne peuvent pas arrêter d'un coup, donc ils ont cette, nous on appelle le terme de consommation duale. Mais si la personne qui passe, allez, qui était à 20 à 25 cigarettes, vapote et diminue à, entre 3 et 5 cigarettes par jour, en termes d'impact sur sa santé, ça devient marginal. Parce que l'on sait maintenant, c'est pas tellement le nombre de cigarettes par jour. Évidemment, on a un risque plus élevé si on fume 30 que 5. Mais c'est surtout, mais à 5, on a un risque clair d'infarctus du myocarde, de cancer divers, parce que c'est l'exposition régulière, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, des cancérigènes et d'autres substances néfastes de la fumée de tabac qui provoque cet impact négatif sur la santé. C'est pour ça qu'on a des données très solides qu'on rappelle toujours à nos étudiants. C'est ces cohortes, notamment norvégiennes, scandinaves, qui montrent que des petits fumeurs, on guillemets petits, de 2 à 3 cigarettes par jour, avaient clairement un risque augmenté de cancer, de maladie cardiaque par rapport à celles et ceux qui ne fumaient pas. Donc, de passer de 35 à 5, c'est mieux, mais il faut pas laisser croire au fumeur qu'il annule son risque de maladie. Et puis voilà, c'est un petit peu les messages qu'on pourrait faire passer. Une question sur, donc, concrètement, est-ce qu'on peut conseiller à un patient la cigarette électronique comme outil de sevrage tabac et surtout, en fait, comment procéder? Euh, donc on a vu le dosage de nicotine, trouver le bon dosage, mais après, vers qui l'orienter? Est-ce qu'on lui dit d'aller dans un magasin de vape? Enfin, quoi lui conseiller en fait quand il nous pose la question? Et voilà, il a envie de faire un sevrage tabac, la vape, il a envie de tenter ça. En pratique, du coup, qu'est-ce qu'on lui dit quand on est en consultation? Isabelle, je compléterai. Oui, d'accord. Alors, je pense déjà la première réponse, c'est de continuer à les suivre, de pas, ne pas arrêter le suivi parce qu'ils se mettent à la vape, hein, puis de les accompagner dans leur démarche. Notre attitude ici en Suisse, c'est effectivement de leur conseiller de tester différents dispositifs, différents liquides, pour trouver celui qui leur convient. Maintenant, dans ce qui précède peut-être cette étape de vape, c'est bien sûr quand même toute l'information
la recommandation quand même d'abord des traitements de substitution ou autres traitements médicamenteux et de les informer sur, alors effectivement, le potentiel de réduction de risque avec ce produit, Ouais. mais que le risque n'est pas nul, il reste un certain risque en utilisant ces produits, qui n'est pas aussi considérable que celui de la cigarette, de loin pas. Il est considérablement réduit, mais par contre, c'est un produit qui est addictif. Et ça, je pense que c'est un point aussi à amener, qui est de plus en plus connu, c'est que les personnes, les fumeurs qui passent à la vape, parviennent à arrêter de fumer, mais par contre vont rester dépendants à la vape pour une grande partie d'entre eux. Et ça, c'est aussi une Voilà. information qu'on communique. Mais concrètement, il faut, jusqu'à preuve du contraire, aller dans une logique identique qu'on faisait avec les substituts, c'est-à-dire une quit date, un jour d'arrêt. Un jour d'arrêt avec possiblement une diminution avant 7 jours d'arrêt. Il faut vraiment ce commitment, cet engagement que le fumeur a envers lui-même et envers son soignant. Un jour d'arrêt, ce jour-là, il arrête son tabagisme et il commence le vapotage, en espérant qu'il a justement fait quelques essais avant, qu'il a le bon dosage. Ça me semble important. Et puis effectivement, comme l'a dit Isabelle, contrairement au traitement habituel, mais là aussi on prend heureusement maintenant plus d'ouverture, c'est plus les 3 mois de patch ou là, il peut y avoir un vapotage qui devient quasi chronique chez l'ex-fumeur. Mais une fois de plus, ça fait référence à mes premiers propos. Du moment qu'il a complètement arrêté le tabac et qu'il fait que vapoter, il a son risque à nettement diminuer avec un petit risque résiduel. Donc c'est vraiment, c'est une victoire, hein. Quand un fumeur arrive à quitter le marché du tabac, mais il accepte d'avoir la nicotine, eh ben c'est vraiment une grande plus-value pour ses poumons, pour ses artères, pour ses os et pour son risque de diabète. Voilà. Juste pour rappeler, quand une personne a une dyslipidémie, a trop de cholestérol ou trop de pression, on accepte que ces gens aient des traitements qui ne sont pas anodins, les hypolipémions, des traitements antihypertenseurs pendant des années. Et on accepte son problème avec des effets secondaires. Alors évidemment, c'est mieux balisé ces traitements-là, mais on accepte, il y a un risque d'augmentation de diabète avec certains hypolipémions. Il y a des risques de complications avec certains antihypertenseurs. Donc, des fois, il y a presque un excès de prudence, alors que les gens ont le comportement le plus dramatique pour leur santé, qui est la fumée de cigarette. Et pour, voilà, aussi, c'est toutes les questions pratiques comme ça que peuvent se poser les patients. Il y a certains centres d'addictologie, donc les XAPA, services vraiment ambulatoires spécialisés en addicto, qui proposent certains temps justement pour discuter avec les usagers, pour faire essayer du matériel de vape. Donc ça, vous pouvez trouver sur les annuaires régionales, les différents XAPA qu'il y a, ou également nationales. Il y a des annuaires avec, pour retrouver les XAPA et où pouvoir aller pour se renseigner quand on est patient sur vraiment l'utilisation. Et là, il y aura la possibilité de pouvoir tester justement du matériel et d'avoir du conseil vraiment personnalisé. Il y avait une question, on y a fait allusion tout à l'heure sur les différentes revues Cochrane qui sont mises à jour tous les ans. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu le principe de cette étude-là et de Cochrane et en fait, la méthodologie qu'il y a derrière et en fait, la puissance scientifique en fait, de ces preuves-là? Volontiers. Donc, le principe des revues Cochrane, Cochrane, c'est un médecin épidémiologiste gallois qui a, à un moment donné, il y a une quarantaine d'années, a dit, mais il faut arrêter qu'on fasse tous des études en parallèle, il faut qu'on ait le souci de récolter les données et puis les synthétiser. Donc ça, c'est le principe, et de pouvoir, en mettant plusieurs études ensemble, on augmente le pouvoir statistique, dont la force des études et de mettre en avant des efficacités qui n'auraient pas été, qui seraient éparpillées dans des petites études. Il faut juste rappeler qu'en tabacologie, c'est un des rares endroits en médecine, un des rares thématiques en médecine où l'efficacité, c'est pas 100% de réussite. Quand on teste
un nouveau antibiotique contre pneumonie, on vise que ce nouvel antibiotique va guérir 100% des personnes qui ont une pneumonie. Là, quand on parle d'efficacité, c'est pour ça que c'est complexe cette histoire. On s'attend à ce que l'efficacité du nouveau produit, les substituts, la vape, soit supérieure à l'intervention en contrôle. Et super intervention contrôle, c'est on double les chances d'arrêter le tabac par rapport au groupe contrôle. Et justement, comme pour le tabagisme, on n'a pas des moyens extraordinaires. L'étude que l'on a fait ici en Suisse, c'est tout des fonds publics. On n'a aucune industrie, contrairement aux antihypertenseurs, aux traitements oncologiques, aux traitements aussi psychiatriques. On a des grandes industries pharmaceutiques qui mettent beaucoup de moyens pour créer la connaissance. Ici, si on crée la connaissance, c'est des équipes qui ont uniquement accès aux deniers publics. Donc, c'est important de collectionner toutes ces informations pour rendre les données plus solides. C'est ça le principe des revues Cochrane. Et Cochrane, le grand avantage, c'est que c'est mis à jour régulièrement par des équipes universitaires. Voilà, et c'est un petit peu, sont des résumés Cochrane, c'est ça. Super, merci beaucoup. Oui, j'ai oublié un participant l'a souligné dans le chat, l'association VAP du cœur qui accompagne Oui. effectivement les soignants. Alors c'est aussi en Suisse. Non, non, j'ai vu Ouais. ça, ce chat, Ah oui. et merci de nous l'avoir signalé. On va aussi s'intéresser à cette démarche. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site, ils accompagnent effectivement, donc il y a certains partenariats en Nouvelle-Aquitaine, sur Bordeaux, dans certains établissements sociaux et médico-sociaux, pour venir former des personnes désireuses de passer à la vape, aussi le public précaire, donc avec plein de formations et de matériel qui peuvent être testés, donc n'hésitez pas à les solliciter, ou tourner vers eux. Une d'autres question, justement dans le chat, on revient un peu en arrière sur les e-liquides. C'était sur la question des arômes. On sait qu'il y a des fois des souhaits d'interdire certains arômes. Donc voilà, plus globalement, la place des arômes et l'intérêt ou non des liquides avec différents arômes. Isabelle? Alors, je pense que les arômes ont tout leur intérêt, hein, parce que pour faire passer un fumeur au vapotage, il y a la dimension aussi plaisir qui joue un rôle important qu'on ne retrouve pas dans les substituts nicotiniques, hein. Maintenant, il existe une liste énorme, très longue d'arômes. Il y a des arômes tabac, il y a des arômes fruités, mentholés, et puis toutes sortes de goûts possibles. Euh, c'est une thématique très complexe, hein. On a pu mettre en évidence effectivement que certains arômes fruits rouges, certains arômes, je crois, pop-corn aussi, peuvent être un peu plus toxiques, mais encore, il faut voir comment on a créé cet arôme, parce qu'il y a plusieurs compositions possibles pour faire le même arôme. Donc c'est très complexe, je pense que ça nécessite encore d'être étudié. Maintenant, il y a quand même des normes. Par exemple, vous avez en France les liquides qui ont des normes AFNOR, qui ont des contrôles de qualité qui sont très stricts, où les fabricants déclarent aussi ne pas utiliser certaines substances qui pourraient être problématiques. Donc, ça pourrait être un conseil pour une certaine sécurité des liquides avec c'est vraiment une norme de contrôle de qualité de sécurité des liquides. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Maintenant, le choix des liquides, souvent au début de l'arrêt, les personnes qui passent au vapotage se tournent plutôt vers des arômes goût tabac. Et peu à peu, surtout ceux qui arrêtent, et c'est ce qu'on a aussi constaté dans l'étude qu'on a réalisée en Suisse, eh bien, ils se tournent plutôt vers des arômes fruités dans un deuxième temps, probablement pour se défaire aussi de cette association avec la cigarette. Mais le conseil, c'est vraiment de choisir l'arôme qui convient. Dans l'étude qu'on a réalisée en Suisse, il y avait 6 arômes à disposition. Et les participants étaient vraiment libres de choisir l'arôme qui leur convenait le mieux. Ils pouvaient changer aussi au cours du temps, en utiliser plusieurs à la fois aussi. Donc, et je pense que ça, c'est une composante qui a joué un rôle aussi important dans la poursuite de l'utilisation
de la cigarette électronique. Effectivement, là en France, eh ben, il n'y a pas de législation ni de restriction concernant les saveurs. Et certains pays n'ont pas choisi cette voie-là. Et il y a peut-être effectivement des reconsommateurs qui se remettent, si leur goût a été suppléé, vers le tabac. Donc là, pour l'instant, en France actuellement, pas d'interdiction officielle sur les différents Alors, goûts. c'est vrai qu'il y a toute la question et la problématique des arômes qui Oui. attirent les adolescents, les enfants vers la cigarette électronique, et notamment sur les puffs, tous ces arômes bonbons, barbe à papa, etc., qui sont très discutables et qui n'ont Mm. probablement pas leur place pour l'arrêt du tabac chez les personnes adultes. Eh ben, ça fait le pont vers l'avant-dernière catégorie de questions qui concerne les publics et les publics, les différents publics qui peuvent utiliser la vape. Il y avait pas mal de questions sur la grossesse et la femme enceinte, de connaître un peu la place de la vape bah, dans le sevrage tabac chez la grossesse. Donc, quoi dire à une femme enceinte qui vape? Est-ce qu'on la conforte dans le fait qu'elle utilise la vape? Est-ce qu'on lui propose de passer un liquide sans nicotine? Est-ce qu'on lui dit de reprendre la cigarette? Qu'est-ce qu'on conseille à une femme enceinte qui vape? En tout Alors, cas, pas de reprendre la Oui, cigarette, c'est clair. voilà. Mais vous avez vu qu'on s'est positionné de manière assez oui, subtile. Une femme enceinte ayant arrêté de fumer à l'aide de la cigarette ne doit pas être découragée de l'utiliser en cas de rechute. oui. Donc, on a très peu de données, on en a quelques-unes, mais Mm. donc voilà, on a pris la position de l'autre sens pour les femmes qui allaitent et les femmes qui sont enceintes. C'est-à-dire maintenant, on conseille. Alors ça, Isabelle, tu veux te prononcer là-dessus sur le conseil en amont, quelqu'un qui arriverait et dit, j'ai un projet de grossesse, je fume, voilà. Alors, notre recommandation, c'est quand même un conseil de précaution chez la femme enceinte, puisqu'on ne dispose pas de connaissances ou très peu de connaissances sur la cigarette électronique. Alors, certainement qu'il est quand même préférable de vapoter que de fumer pendant la grossesse, mais il y a d'autres alternatives et on va encourager davantage les autres alternatives, comme la substitution nicotinique pendant la grossesse. Mais effectivement, il y a toutes les situations de femmes qui tombent enceintes alors qu'elles sont vapoteuses et qu'elles ont arrêté de fumer. Et surtout, la recommandation, c'est de ne pas non plus de leur dire d'arrêter du jour au lendemain cette cigarette électronique ou s'assurer qu'elle ne rechute pas dans le tabagisme, parce qu'il y a toujours ce risque-là. Et là, on n'aura certainement rien gagné en termes de santé. Il y avait une question sur voilà, le e-liquide avec nicotine ou sans nicotine chez la femme enceinte aussi. Est-ce que du coup, la présence de la nicotine chez la femme enceinte dans le liquide? Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'une femme qui fume pourrait arrêter son tabagisme en vapotant sans nicotine? Alors là, ça paraît peu probable, mais une fois de plus, hein, on n'a pas de, il faut faire preuve beaucoup d'humilité dans nos affirmations. Et puis, l'autre partie de la question, est-ce que quelqu'un qui, la nicotine en tant que telle, euh, Hmm. est-ce qu'elle a un impact? Alors, il faut savoir qu'il y a eu un grand débat pendant de nombreuses années. En tout cas, les substituts de nicotine, les substituts peuvent être prescrits chez la femme enceinte. Donc ça signifie que c'est d'autres composantes du tabagisme qui sont à l'origine des méfaits sur le fœtus et l'enfant à venir. Donc voilà, mais voilà, c'est une nicotine un peu différente quand c'est celle d'un substitut versus. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'énormes de précautions quand on a une position d'expert, d'autorité ou médicale. Tu veux compléter, Isabelle, là-dessus? C'est un thème tellement difficile à gérer. Oui. Oui, d'ailleurs, on a vu dans les réponses, c'était Ouais. typiquement une des affirmations pour lesquelles il n'y avait pas du tout de consensus chez la femme enceinte. Donc, Et tout comme chez les jeunes, donc qui était l'autre thématique dans les publics prioritaires, pas de consensus concernant l'utilisation de cigarettes électroniques de vape chez les jeunes. Donc en pratique, quand il y a un jeune pareil qui vient en consultation et qui dit vapoter avec de la nicotine, alors qu'il n'était pas fumeur, quoi lui conseiller? Donc,
un jeune qui aurait jamais fumé auparavant Oui. et qui vapote avec la nicotine, que lui conseiller? Alors, avant de répondre à votre question, mais Dieu sait c'est l'importante, est-ce que ce jeune, s'il n'y avait pas eu le vapotage, peut-être qu'il serait un fumeur, hein? Donc, voilà. Après, il vapote, est-ce qu'il va continuer à vapoter ou bien il va se mettre au tabagisme? Grosse question, grosse interrogation épidémiologique, des données qui vont dans plusieurs sens, donc on ne peut pas affirmer que c'est une porte d'entrée, mais on ne peut Mm. pas affirmer que ce n'est pas une porte d'entrée, si vous me permettez un peu cette manière d'exprimer les choses. Maintenant, je pense qu'il faut être clair. La nicotine chez un jeune est néfaste. Donc, il ne faut pas de doute là-dessus. Donc, il ne faut pas banaliser un jeune qui vapoterait avec avec la nicotine. Mais faisons attention de ne pas en faire un fumeur tout d'un coup, de tabac, un paquet de Marlboro, hein. Faut faire très attention si ça va signifier ça. Donc, ben, il faut lui dire que la nicotine, bon, il n'est pas intéressé par les cancers et les maladies cardiaques, mais la nicotine, ça développe une dépendance, une addiction, donc on perd son libre arbitre. Maintenant, est-ce que ça suffit pour enclencher une dynamique de discussion avec le vapoteur jeune pour qu'il réfléchisse à quitter son vapotage? Est-ce que tu veux compléter, Isabelle? Oui, je pense qu'il faut aussi voir la raison pour laquelle il nous consulte. C'est un jeune qui souhaite arrêter le vapotage, qui s'est rendu compte qu'il est devenu dépendant. Mais effectivement, je partage la, voilà, la position où éviter qu'il se tourne vers le tabagisme en pensant que vapoter est pire. Parce que parfois, il y a C'est cette ça, haute exactement. perception, hein, que C'est juste. vapoter est pire que la cigarette qu'on connaît bien, hein. On manque de connaissances sur la cigarette électronique, mais on connaît tellement bien cette bonne vieille cigarette. Et ça, on peut quand même maintenant affirmer que on est dans un produit qui n'est pas pire que la cigarette, mais qui est certainement considérablement moins à risque qu'une cigarette. Malgré tout, c'est un produit qui provoque une forte dépendance. Et probablement que c'est un des points qu'on peut travailler avec ce jeune. Et les jeunes, souvent, n'apprécient pas de devenir dépendants ou à un produit. Et ça, c'est souvent aussi une des clés pour Oui. essayer de travailler l'arrêt du vapotage. Mais Ouais. Et comment est-ce que vous l'aider? avez connaissance d'une évolution un peu justement des enquêtes auprès du grand public sur, avant on entendait souvent, ben, on ne sait pas ce qu'il y a dans les liquides, on ne sait pas ce que c'est les cigarettes. Est-ce qu'il y a une évolution un peu de la place de la cigarette auprès du grand public? Là on parlait des jeunes, vous disiez que ben, maintenant la majorité commence à savoir que c'est quand même moins dangereux. Est-ce que ça c'est valable aussi dans la population générale? Est-ce que vous savez s'il y a une évolution un peu des mentalités sur la place de la vape par rapport à la cigarette dans la population générale? Vous avez utilisé le terme juste d'évolution, parce que vous savez qu'il y a quelques années, il y avait une mauvaise compréhension de ce qu'était. Maintenant, j'ai pas de données récentes qui montraient que le Ouais, public est plus apprécie mieux la différence. Mais quand même, indirectement, les décideurs politiques, les parlementaires, les hommes et les femmes politiques, on arrive à faire la différence entre le tabagisme et le vapotage. On clairement identifié le vapotage comme moins grave que le tabagisme. Donc, avec quelques exceptions près, voilà. Mais on pourrait dire que indirectement, il y a une maturité de l'opinion publique sur la différence entre cigarette traditionnelle et vapotage, je dirais. il nous reste encore 10 minutes, donc on rentre dans la dernière catégorie de questions. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est encore là. En tout cas, il y a encore 100 participants dans le chat. Bon, ben, Euh, et donc on est la bon. dernière catégorie, ça concerne le sevrage à la cigarette électronique. Pas mal de questions de ben justement mon patient, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il est sous cigarette électronique, il peut pas s'en passer. Comme il y a cette fameuse question du recul de la dangerosité à long terme de la cigarette qu'on connaît pas trop, eh ben, qu'est-ce que je dis à mon patient qui maintenant vape exclusivement depuis 2 ans, donc on le félicite. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il reste comme ça tant qu'il est bien? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Alors, c'est intéressant parce qu'on a la même question, Isabelle et moi. On a donné un cours aux étudiants, il y a de la faculté ici de médecine à Lausanne, et il y a un étudiant à la pause qui est venu poser la même question. Et j'étais démuni parce que
on avait cette question il y a quelques années quand les gens avaient l'inhalateur de nicotine, c'était, ou bien la gomme. Hein, et Ouais. moi, j'ai eu quelques patients que j'ai pris en charge et j'ai fait en fait la même chose, c'est que je les ai mis sous patch pour qu'ils aient une imprégnation nicotinique, mais chronique, etc., pour qu'ils puissent se déshabituer. Alors, c'était la nicotine sous forme d'inhalateur ou la nicotine sous forme de gomme. Maintenant, on est dans des situations où on n'a pas de données, c'est anecdotique. Alors après, on peut se baser sur sa propre expérience, qui est la moins mauvaise expérience, enfin, disons, données que l'on a. C'est de peut-être faire ce que je dis, c'est-à-dire arrêter le vapotage et puis donner un substitut de nicotine. Mais ça que je peux vous dire, nous, je sais pas, Isabelle a peut-être fait une ou deux fois, nous, donc c'est vraiment marginal comme expérience de groupe. Mais Isabelle, tu veux compléter si tu as eu échangé avec d'autres, voilà. Oui, alors c'est vrai que bah, je pense que déjà la première chose, c'est quand même toujours de valoriser l'arrêt du tabac, ça c'est une bonne chose. Mais pour les aider à arrêter le vapotage, souvent d'eux-mêmes, ils essayent de réduire la concentration de nicotine. Donc veillez à ne pas augmenter le volume de liquide utilisé par jour, parce que finalement, sinon ça ne change pas. Puis il y a encore davantage de dépendance comportementale où cette cigarette électronique est consommée un peu tout au long de la journée. Donc, réduire les concentrations, c'est possible, mais veiller vraiment surveiller qu'il n'y ait pas plus de vapotage. Et puis, l'utilisation de de Voilà, substituts nicotiniques. Ouais, comme c'est ouais, suggéré par la personne qui nous pose la question, effectivement. ouais. Très bien. Et donc est-ce qu'on peut conseiller donc de patcher et en plus de vaper? Donc là, on est sur du Alors, vapo substitut. vous savez que on conseille les gens qui fument sur les patchs. Il y avait quelques données initiales, mais qui ont été vite contredites. Il n'y a aucun effet néfaste. Nous, on donne des substituts le lendemain d'un infarctus du myocarde aux soins intensifs, donc aux soins continus. Donc, jusqu'à preuve du contraire, une personne qui aurait un patch et puis s'il se met à vapoter, il n'y a pas de raison de penser que ça a un effet secondaire. Mais ça, c'est une physiopathologie appliquée, c'est du bon sens, c'est pas des données cliniques ou scientifiques. Effectivement, c'est une approche pragmatique, mais certaines personnes peuvent utiliser le patch puis garder la cigarette électronique un peu comme substitut, comme les substituts oraux en bithérapie. Ça peut être une possibilité aussi. Mais en tout cas, dans le consensus, hein, dans notre processus, les membres de la SFT étaient en faveur de cette association. Et et l'utilisation de substituts nicotiniques est en tout cas une des pistes utilisées pour arrêter le vapotage. Eh bien, écoutez, on a fait le tour je pense, des questions dans le chat. Mes collègues en off me disent qu'on est bon. En plus, on est dans le timing. Donc, il me reste juste à vraiment vous remercier pour cette présentation et pour avoir répondu de manière très pratique à toutes ces questions. Le webinaire donc est enregistré, il sera disponible. Il y a eu la question dans le chat euh, d'ici 2, 3 semaines, le temps que l'équipe comme de la Coréade et mes collègues aient le temps de remettre ça. Ah, je vois qu'il y a une dernière question, comme on a encore 5 minutes, je la prends. Y aura-t-il un traitement de remplacement à la varinicline? Alors, Voilà. ben, il y a la Varenicline, ben, on connaît malheureusement sa situation, c'est un comble hein, Mm. que ça a pu commercialiser parce qu'il y a des traces de substances qui pourraient être néfastes, mais il y a une étude qui va sortir sur, non pas la citizine, mais un dérivé de la citizine par Nancy Rigotti. Qui montrerait qu'il pourrait y avoir aussi d'autres choses dans le pipeline, comme on dit. Donc, c'est malheureusement le parent pauvre de l'industrie pharmaceutique, mais il y a des choses qui sont possibles. Mais actuellement, pour répondre à cette question, non, on n'a pas de Mm. bon remplacement depuis qu'on a plus le Champix, malheureusement. Et du coup, des pistes de nouvelles thérapeutiques, vous disiez, qui sont en cours de développement dans différentes phases, peut-être sur des nouvelles molécules ou des nouvelles approches? Est-ce qu'Isabelle, tu veux mentionner si tant est une ou deux choses
Voilà, après, je compléterai. Ouais. Pas grand-chose, si ce n'est cette Ouais. citizen clean, hein, Et ça, qui est un voilà. dérivé de la citizen, qui, avec des études qui sont réalisées aux États-Unis pour avoir une approbation de la FDA pour pouvoir commercialiser, mais c'est en fait un vieux médicament qui existe, c'est la citizen, hein, Mm. qui existe depuis une soixantaine d'années, avec quand même de plus en plus de pays d'Europe qui l'autorisent. Elle est actuellement sur le marché en Allemagne, en Espagne, au Portugal. La Grande-Bretagne l'a aussi autorisé depuis le début de l'année. Et puis, sauf erreur, la Belgique aussi a récemment, en tout cas, autorisé sa commercialisation. Donc, c'est une piste, c'est un médicament qui fonctionne de la même manière qui a le même mode d'action que la varénicline. Mais en Suisse comme en France, c'est pas un médicament autorisé. Mais nous, on le commande. On a certains collègues qui font des préparations magistrales de citizine. Et ça reste assez anecdotique malgré tout. Euh, Et quand on parle de médicaments, ça me fait penser au remboursement. Et à un moment, il y avait cette histoire de remboursement par la sécurité sociale en Angleterre de la vape. Est-ce qu'on a ça des nouvelles? Est-ce qu'on sait où, si ça va un jour aboutir ou si... Je crois que le changement de Premier ministre, enfin les changements réguliers font que certaines thématiques novatrices sont abandonnées, mais Hmm. j'ai pas de nouvelles récentes quant à un remboursement. Isabelle, tu as des nouvelles, non, j'ai rien non plus de Ouais. récent mais rien de concernant. définitif. Voilà. Voilà. Ouais. Par contre, la Grande-Bretagne, j'ai juste vu passer un titre, semble-t-il, qu'ils vont tout prochainement commercialiser un générique de la varénicline. Ah, Voilà. bon. C'est sorti il y a peu de temps. Mais c'est pas l'original. Alors, oui, oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment super. Là, il y a une déferlante de félicitations et de remerciements sur le chat. Donc, vraiment, encore, merci beaucoup au nom de toute la Coréade, à nos deux intervenants et à Nathalie Lazarevic d'avoir introduit Oui, aussi le webinaire et d'avoir accepté de nous dévoiler un peu ces recommandations avant publication. Moi, je remercie vraiment nos deux collègues de Lausanne parce que c'était effectivement un webinaire excellent. Merci pour la clarté de vos apports et de vos précisions. C'était super. merci de votre invitation et de vos écoutes. Oui, Je vous en merci prie, pour merci l'invitation. beaucoup. Et j'en profite, moi, pour vous rappeler, le mois prochain, le prochain rendez-vous de la Coréade sera aussi sur un thème d'actualité qui fait d'actualité depuis maintenant plusieurs temps, depuis assez longtemps, mais qui fait encore débat sur la légalisation du cannabis, où on aura Ivana Obradovic, qui est directrice adjointe de l'OFDT, qui va venir nous parler un peu des différentes, nous faire un petit panel des législations en Europe et dans le monde de la légalisation du cannabis pour savoir où on tend un peu en France. Donc les inscriptions ouvertes, c'est le mardi 10 décembre de 14 à 16. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et ça sera sur le même format qu'aujourd'hui, une heure d'intervention, une petite pause et un temps de questions-réponses. Merci beaucoup.